Bonjour, donc aujourd'hui on va étudier la politique d'Aristote, début du livre 1. Début du livre 1, toute cité est évidemment une communauté, et toute communauté ne se forme qu'en vue de quelque bien, puisque les hommes, quels qu'ils soient, ne font jamais rien qu'en vue de ce qui leur paraît être bon. Évidemment, toutes les communautés visent à un bien d'une certaine espèce, et le plus important de tous les biens doit être l'objet de la plus importante des communautés, de celle qui renferme toutes les autres, et celle-là, on la nomme précisément cité ou communauté politique. Donc, il part du principe que toute cité, toute polis, est une certaine communauté, koinonia, et toute communauté ne se forme qu'en vue d'un certain bien, agathon, puisque tout ce que font les hommes est toujours en vue d'un bien et que la communauté est faite par les hommes. Mais il faut se rappeler que la police est la communauté politique la plus importante, la communauté politique suprême, parce qu'elle achève toutes les autres et parce qu'elle les contient. Et donc, si toutes les communautés visent à un bien, il est vraisemblable que la communauté la plus importante visera au bien le plus important. Alors maintenant, il va montrer que le pouvoir de l'homme politique, le pouvoir politique ne doit pas être confondu avec les autres types de pouvoirs, et il y a 4 types de pouvoirs. Les auteurs n'ont donc pas raison d'avancer que les caractères de roi, basilikon, de magistrat, politikon, de père de famille, oikonomikon et de maître, despotikon, se confondent. C'est supposer qu'entre chacun d'eux, toute la différence est du plus ou du moins sans être spécifique, qu'ainsi un petit nombre d'administrés constituerait le pouvoir du maître, despoten, un nombre plus grand le père de famille, oikonomon, un plus grand encore le magistrat, politikon, ou le roi, basilikon. C'est supposer qu'une grande famille est absolument un petit État. Ces auteurs ajoutent, en ce qui concerne le magistrat et le roi, que le pouvoir de l'un est personnel et indépendant, et que l'autre, pour me servir des définitions même de leur prétendue science, est en partie dirigeant, en partie dirigé. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas confondre le pouvoir du maître sur l'esclave, le pouvoir despotique, le pouvoir du chef de famille, qu'il appelle ici pouvoir économique. Éco, c'est le foyer, la famille. Le pouvoir du roi, le pouvoir basilique, littéralement, et le pouvoir de l'homme politique, le pouvoir de l'homme sur la cité. Comme si c'était une différence de degré, et que, au final, quand il y avait un tout petit nombre d'administrés, on était en train de diriger des esclaves, comme un maître. Quand il y avait plus, on dirigeait une famille. Plus encore, on était comme un roi ou comme un homme politique. Toute cette théorie est fausse, il suffira pour s'en convaincre d'adopter dans cette étude notre méthode habituelle. Ici, comme partout ailleurs, il convient de réduire le composé à ses éléments indécomposables, c'est-à-dire aux parties les plus petites de l'ensemble. En cherchant ainsi quels sont les éléments constitutifs de la cité, nous reconnaîtrons mieux en quoi diffèrent ces éléments, et nous verrons si l'on peut établir quelques principes scientifiques dans les questions dont venons de parler ici. Comme partout ailleurs, remonter à l'origine des choses et en suivre avec soin le développement est la voie la plus sûre pour bien observer. Donc la théorie est fausse, et cela on le verra quand les constituants de la cité seront analysés, et on verra que la cité est en fait composée d'abord des familles, et que les familles forment des villages, et que les villages finalement forment la cité, et on verra que la nature de toutes ces choses est différente, donc il n'y a pas ici une simple différence de degré, une différence qualitative, et donc le pouvoir du roi, le pouvoir de l'homme politique, le pouvoir sur l'esclave et le pouvoir du chef de famille sont 4 types de pouvoirs différents.